Cela n'a pas été facile de choisir entre la simplicité et les bonnes pratiques. Mais en fin de compte, je me suis posé une question importante. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est la priorité? La priorité est de vous faire valider vos contrôles continus et de vous faire valider également vos examens de fin d'année. Donc, j'ai opté pour la simplicité. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un blog, un mini-blog en Java EE. D'accord? Donc aujourd'hui, nous n'allons pas voir des Spring Boot, mais nous allons voir des Java EE. Et je vous rappelle donc que cette vidéo est là pour vous, pour généralement apporter un plus à ce que vos enseignants ont déjà fait en amphi avec vous, apporter un plus au TP que vous avez déjà eu à faire. Je me suis dit que faire quelque chose de plus pratique sera le mieux. Donc nous n'allons pas voir les choses comme les sessions, les cookies, les attributs. Nous n'allons pas voir ça. Mais si je trouve nécessaire qu'il y a des éléments que je dois expliquer pour vous faire comprendre certaines choses, je n'hésiterai pas à vous le dire. Donc, sachez que je vais faire l'effort de vous expliquer les choses terre à terre. D'accord? Donc, comme j'ai dit à l'introduction de cette vidéo, au départ, j'ai voulu aller au niveau des bonnes pratiques, c'est-à-dire que comme je ne voulais pas utiliser Hibernate au niveau de mon projet comme ORM, je me suis dit que je dois me connecter à la base de données nativement en utilisant le driver de PostgreSQL et essayer de voir comment je vais écrire mon propre ORM pour pouvoir accéder à la base de données. En créant mon propre ORM, le code était plutôt simple à mon sens, mais je me suis dit que ça devait peut-être compliquer la vie à certaines personnes au niveau du SQL et autres, créer les attributs d'une manière dynamique et autres, mais j'ai opté pour un code plus costaud mais plus simple à comprendre pour vous. D'accord? Donc je vais rapidement présenter le projet et aujourd'hui, si nous allons simplement insérer le projet et créer quelques entités. Et dans la prochaine vidéo que je ferai peut-être demain soir, je vais vous montrer comment créer la partie service, comment se connecter à la BD et gérer notre servlet. Et enfin, nous allons voir comment mettre en place nos JSP et intégrer également je me rappelle même plus trop comment ça s'appelle. Donc, mais nous verrons tout ça. D'accord? Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas fait du Java EE, donc je peux être rouillé sur certaines choses, mais quand même, le fond reste là. D'accord? Donc, je vais vous montrer, je vais vous présenter rapidement le projet que j'ai fait pour vous. Donc, je vais venir là. Et sachez que ce projet a été fait avec beaucoup d'amour. D'accord? Donc, si cela peut vous faire valider, si cela peut vous faire avoir des très bonnes notes, vraiment, j'en serais ravi. Donc, je peux venir là. Et dans la première page, vous avez la possibilité de voir la liste des publications. D'accord? Donc, étant donné qu'il n'y a aucune publication actuellement dans la base de données, et je tiens à vous dire que au niveau de ce template et comme j'ai utilisé Bootstrap, d'accord? Donc, j'ai utilisé la version Bootstrap, la version 5 de Bootstrap et je me suis connecté à un CDN. Donc, tout d'abord, je peux venir là, ajouter un nouveau post ou bien je peux également venir ici, donc ça dépend de vous. Donc, je vais cliquer là. J'ai la possibilité donc de pouvoir ajouter une nouvelle publication. Donc, je veux mettre le titre d'une publication. Je veux dire que j'aime j'ai mangé le riz. C'est pas vraiment ce que j'aime, mais je le mets comme ceci. C'est juste une vidéo et puis nous verrons bien. Donc, je vais dire j'ai mangé le riz lorsqu'il est bon. Je laisse ça comme si le nom, je vais mettre Yannick. Voilà, Yannick. Je vais dire publier. Voilà la publication. Dès que je lance publier, ça va faire une redirection directement dans la liste des posts. Vous voyez donc que j'ai la liste des publications qui s'affiche ici là. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ajouter une nouvelle publication. Je vais dire peut-être Adrien. Le couscous. Je ne sais pas pourquoi je suis inspiré aujourd'hui sur la nourriture. Adrien le couscous. Désolé, voilà, Adrien couscous. Je vais le coller là. Et puis là, je vais dire Adrien, c'est l'auteur. D'accord? Donc vous avez vu, je peux dire publier. Donc je vais revenir là. Je vais dire David. David aime les plantains. Sauf que en voulant écrire plantain, je vais annuler plutôt. Vous voyez, j'annule, ça me retourne ici là. Donc ça ne va pas enregistrer ça dans la base de données. Maintenant, je peux ajouter les commentaires. Vous voyez que tout est rangé par ordre, par date depuis croissant. Je vais venir là, je clique, j'ai la possibilité de pouvoir cliquer ici là. Donc je vais cliquer sur Adrien aime le plantain. Vous avez la possibilité de retourner à l'accueil
ou bien vous pouvez postuler des modifier, mais je n'ai pas implémenté ce bouton là. Donc je viens là, et je crois que j'ai implémenté le bouton supprimer et ça marche plutôt bien. Donc je vais dire que moi je vais laisser un commentaire sur le post d'Adrien et je vais dire que je confirme. Voilà, je confirme. Et puis mon commentaire, voilà le commentaire qui est plutôt là, d'accord. Je vais dire qui, peut-être Maniche, bien là, il dit que moi aussi, voilà, il publie, voilà le commentaire de Maniche, le commentaire le plus récent. Maintenant, je peux supprimer le commentaire, je dis delete, voilà, je retourne ici. Je vais essayer de supprimer un peu, peut-être, la publication. Il va me retourner numéro 500. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis au niveau de la base des données que la suppression doit être en cascade. Quand on dit en cascade, c'est quoi? Ça veut dire que si je veux supprimer une publication qui a les commentaires, il va refuser. Mais au moment où nous allons implémenter pour nous, nous allons mettre cascade là-bas. Ça veut dire que si un commentaire a, si une publication a même 1000 commentaires en supprimant la publication, les commentaires qui sont associés sont également supprimés. Donc c'est un peu ça, d'accord. Donc voilà un peu comment notre application marche. C'est plutôt nickel. Je peux supprimer peut-être Yannick, il m'a dit qu'il n'aime pas le riz, donc je dois, vous voyez, aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter. Donc c'est vraiment nice les gars. Donc je peux supprimer ça et puis ça va pas me mettre le riz 500. Celui de Yannick a été supprimé. Donc c'est un peu ça que nous allons faire. Donc nous allons poursuivre toujours deviner ici là, en cliquant sur ce bouton, nous pourrons revenir à l'accueil et puis nous pourrons voir les choses, d'accord. Donc si je supprime peut-être le dernier commentaire ici, j'aurai la possibilité de pouvoir supprimer le post d'Adrien, d'accord. Donc je supprime là et puis c'est nickel, je n'ai aucun post pour le moment, d'accord. Donc voilà un peu ce que nous allons faire. Étant donné que tout le monde est plutôt bien concentré, ce que je vais faire c'est quoi? Je vais venir au niveau d'ici là, essayer de voir dans quelle mesure je peux j'aurais même dû arrondir ça pour que ce soit un peu grand pour tout le monde, mais j'espère que vous allez voir ce que j'ai pu faire. Alors, je vais venir ici là. À mon niveau, je n'ai pas utilisé Eclipse, mais Eclipse est très utilisé aujourd'hui au niveau de Java EE. C'est une librairie très utilisée, mais je n'ai pas utilisé Eclipse puisque je n'aime pas trop Eclipse, il est un peu trop vieux à mon goût. Mais c'est juste une préférence personnelle, donc je n'incite pas ceux qui utilisent Eclipse, qui sont déjà à l'aise à l'Eclipse, peut-être de partir vers là où moi je dois partir. Donc ce que on peut faire c'est quoi? Je vais vous montrer l'éditeur que j'utilise IntelliJ. IntelliJ, voilà, c'est comme ça qu'il s'écrit, IDEA, IntelliJ. Voilà, voilà, c'est comme ceci. Je peux venir dans l'autre. Donc je vais cliquer sur IntelliJ là. Je vais un peu zoomer tout le monde. Voilà. Vous avez la possibilité de pouvoir télécharger IntelliJ. Il y a deux versions. Vous avez la version communautaire et vous avez la version pro. D'accord? Voici la version pro qui s'affiche là. Mais je vous recommande de télécharger la version pro parce que la version communautaire, je l'ai pas utilisée. Ce n'est pas les options que la version communautaire a, mais je ne sais pas si vous avez déjà la version communautaire et que ça a les options que je vais utiliser, si c'est bien, mais à défaut télécharger la version professionnelle, vous pouvez tester la version pro pendant 30 jours et je pense que pendant 30 jours vous aurez composé votre normal, d'accord, ou bien vous pouvez souscrire et acheter la version professionnelle, ou bien vous pouvez également, je pense qu'il y a un formulaire qui permet de souscrire pour les étudiants, d'accord. Vous allez soumettre vos critiques, vos fiches, peut-être, je ne sais pas trop les informations qu'ils demandent là-bas, et ils vont vous donner une clé où vous pourrez utiliser IntelliJ gratuitement, la version professionnelle gratuitement. Donc vous pouvez cliquer sur téléchargement. Moi je ne vais pas le télécharger puisque je l'ai déjà téléchargé. Donc ce que je vais faire à mon niveau, c'est, d'accord. Donc permettez que je loue au niveau de chez moi. Je veux dire, je vais chercher IntelliJ. Voilà. Je ne vois pas IntelliJ dans ma machine. Donnez-moi quelques instants. D'accord. Oui, finalement, je crois qu'il est là. Voilà.
Voilà. Je veux mettre ça comme ceci. Et puis, je ramène IntelliJ comme ceci. Donc, voilà, dans IntelliJ que j'ai. Donc, c'est la version pro que j'utilise actuellement. D'accord? Donc, pour générer le projet, généralement, vous allez venir ici, là, New Project. Même si vous avez une fenêtre ouverte là, vous pouvez venir là, New Project. D'accord? Ça dépend du système que vous utilisez actuellement. Donc, moi, je suis sur macOS, donc choisissez le système qui vous va le mieux. Donc, je vais venir là. Vous allez voir que ici, j'ai la possibilité de créer des projets natifs Java, Kotlin, Groovy, Python et autres. Bon, récemment, j'ai installé Python, donc il va reconnaître Python. Donc, vous avez la possibilité de créer les projets sur Spring Boot. Vous conseillez l'interface, donc c'est une vidéo, Vue.js, Flask, Fast API, Vite, Vue, Angular, Express, React, HTML et tout. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons choisir Jakarta EE, donc c'est ça qui nous intéresse. Donc, ici, là, au niveau du name, je vais dire que je vais faire un mini bloc. Ou bien, je peux taper là, mini bloc. Ou bien, je vais dire Java EE. Java EE underscore bloc. Donc, voilà le nom de mon projet. Il me dit qu'au niveau du template, qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais faire les PRS? Non, je ne vais pas faire des PRS comme ce que nous avons fait récemment sur Spring Boot. Je vais faire du côté serveur parce que c'est ça qui va certainement venir à l'examen chez vous. Donc, je vais choisir la Web Application. Il me dit qu'en choisissant le Web Application, j'aurai la possibilité d'avoir les servlets. Oui, c'est très intéressant, qui est ce qu'on appelle contrôleur. J'aurai le Web XML qui est très intéressant, qui est le fichier des configurations ou bien le fichier des descriptions de déploiement. D'accord, c'est le rôle des Web XML généralement. J'aurai aussi un fichier index.jsp, c'est le moteur que nous allons utiliser, le JSP. D'accord, c'est la langue que l'utiliser. Je vais choisir ça. Il me dit qu'il a besoin d'une application serveur. D'accord, je vais considérer que vous n'avez pas encore téléchargé Tomcat chez vous. Je vais vous montrer comment télécharger Tomcat et l'installer. Donc là, je vais dire que j'ai Tomcat, là, d'accord, Tomcat, oui. Donc, je vais aller sur dans l'autre, je zoome pour que ce soit plus clair chez tout le monde. Vous choisissez la version de Tomcat que vous voulez. Ça, c'est la version 9. Donc, je vais travailler la dernière version de Tomcat qui est la version 11. D'accord? Et sachez que je pense à partir de la version 7, 7 en descendant, vous utilisez Java X, mais à partir de la version je pense que 8 ou 9, je ne me rappelle plus trop, entre 9 ou 10, si je ne me trompe pas trop, vous utilisez Jakarta pour importer vos différents éléments. Donc, je vais cliquer là, et niveau dans l'autre, ça c'est la documentation. Si vous cliquez là, vous aurez accès uniquement à la documentation. Mais je vais cliquer au niveau des Tomcat 11, là, voilà. Vous téléchargez la version des Tomcat, je l'ai déjà fait, mais cliquez là, juste sur le premier là. Dès que vous allez faire, voilà Tomcat qui vient de télécharger, d'accord? Donc la connexion n'est pas très mal. Donc voilà Tomcat qui m'est téléchargé. Lorsque vous avez téléchargé Tomcat, vous vous rendez dans le fichier de téléchargement du show dans l'autre, d'accord? Et il s'affiche là. Donc je vais faire un clic, aller au niveau du show in et find. Donc vous pouvez directement aller dans votre dossier de téléchargement, regarder Tomcat. D'accord. Donc, ayant regardé Tomcat dans votre dossier de téléchargement, vous pouvez l'extraire. Donc voilà Tomcat. Vous pouvez copier Tomcat. Je veux dire copier Tomcat. Je vais venir au niveau de mon bureau. Mettez là où vous voulez. Je vais dire server. Voilà. Et dans server, qu'est-ce que je vais faire? Je veux coller Tomcat là. Passe item. Maintenant, j'ai décompressé ça. Si vous êtes sous Linux ou bien peut-être bon ou Mac OS, vous pouvez utiliser les lignes de commande, mais si vous êtes sur Windows, si vous avez WinZip ou WinRAR, vous pouvez également décompresser. Bon, sur Mac, je vais juste faire un double clic. Là, il va savoir que pour pouvoir le lancer, il doit décompresser ça pour moi. Je vais décompresser et j'ouvre Tomcat. Voilà, bye. Ok, le serveur Catalina est ici dedans, donc il va permettre de tout lancer, vos sacs, tout ça. Donc, c'est plutôt bien. Je vais venir ici, je vais dire new. Je vais charger quoi? Un Tomcat server, d'accord? Donc voilà, les serveurs il connaît Gbox, 8fly, serveur, tout ça là. Il y a aussi même, c'est quoi fiche là? Je me rappelle plus trop, mais je vais choisir Tomcat, c'est celui que j'aime le plus. Dès que je choisis Tomcat, à ce niveau, je vais dire Tomcat Home, je vais parcourir, je vais au niveau de mon desktop. Dans mon desktop, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher server. Dès que je suis dans Tomcat, je peux un peu renommer ça pour que ce soit un peu plus nice.
Ok, vous n'êtes pas obligé de renommer ça chez vous. Vous pouvez laisser ça intégralement. Donc, dès que je choisis là, directement, il va reconnaître la version automatiquement. Vous voyez, je n'ai plus rien mis et il a choisi le directory automatiquement parce que je suis dans la bonne partie du code. Donc, n'allez pas dans le dossier bin, choisissez juste le dossier que vous avez extrait. Ça va faire le job pour vous. Maintenant, au niveau de la location, je vais dire que je vais le créer au bureau. D'accord, je vais dire desktop. Je vais le créer au bureau. Donc, open, ou bien je peux le créer directement aussi dans Serverci. Là, je vais envoyer ça en ligne pour vous. Donc, je vais tout envoyer ça en ligne. Si je veux mettre tout ça sur GitHub pour vous, là, vous aurez juste à cloner et l'utiliser. Donc, je veux le générer ici, dedans. Donc, je vais aller dans Server. Je veux générer, ou bien j'aurais dû peut-être renommer encore. Je veux dire bloc. Je veux dire app, oui, ou SRC, je veux dire app, où je mets bloc app, d'accord. Et quand je mets bloc app, c'est bon, sur à l'intérieur, je peux valider, d'accord. Je reviens encore au niveau d'ici, sur new, je vais me rassurer que j'ai la bonne version, que je vais sur new, Tomcat serveur, je choisis. Tomcat, c'est bon, voilà, le schéma est nickel. J'ai tout choisi, c'est plutôt bon. Vous choisissez la version de Java que vous utilisez et vous pouvez également remplir le groupe. J'ai mis ces points comme UDF, mettez ce que vous voulez. Je peux mettre un proxydef, proxydef, voilà, mettez ce que vous voulez. Voilà le nom de l'artefact, d'accord. Donc j'aurai ça au niveau de mon application. Vous choisissez la version de Java que vous avez. J'ai la version 23, la version 24. Donc je vais choisir la version 23. Vous pouvez choisir la version 24, ça dépend de vous. Vous allez sur Java, d'accord. Le langage, ce sera Java. Je vais créer le répéteur Git, c'est pas obligé. Le build system, je veux prendre Maven. J'ai déjà Maven installé sur mon système. Je vais dire Next. Maintenant, au niveau d'ici là, vous avez les dependencies, comme ce que nous avons au niveau du Spring Boot. Mais au niveau des implémentations, je vais dire que j'aimerais implémenter. Je vais aller maintenant sur les spécifications. À ce niveau, vous avez possible de choisir full platform. Vous voyez, c'est la MK sélection de la version que j'en essaie. Donc, je vais éviter ça au maximum. Donc, tout ce que je vais faire, c'est venir là, choisir Servlet. Dès que vous avez choisi Servlet ici, vous voyez Servlet est coché. Donc, si Servlet n'est pas coché à votre niveau, veuillez cocher Servlet. Dès que vous avez choisi Servlet, ça suffit. Mais si vous voulez travailler certaines choses, par exemple, comme le RESTful, vous cochez RESTful, persistance, JPA, vous travaillez JPA, mais je pense pas que vos encadreurs vont vous laisser travailler avec JPA, ils vont dire peut-être que c'est trop facile. Bon, même si c'est pas trop facile, mais ça va quand même faciliter un peu la tâche, d'accord. Donc, vous choisissez Servlet. Quand vous avez choisi Servlet, vous dites Create, d'accord. Il va donc générer un projet pour vous. Donc, il va générer un projet pour vous. Permettez que j'ouvre le projet. Voilà le projet qui va être généré automatiquement pour vous. Voilà, je vais faire comme ceci. C'est un peu zoomé. Donc, là, je crois que c'est un peu visible. Je veux déplier SRC, mais Java, voilà Hello Servlet. Hello Servlet, c'est le premier contrôleur qui va permettre de pouvoir injecter ceci là au niveau d'une vue qui n'a pas été chargée, d'accord. Donc ça c'est une vue qui n'a pas été chargée. Donc on sait que avec le servlet on peut retourner les éléments comme ceci, mais si vous avez une page importante, vous ne pouvez pas la retourner comme celle-ci là. Vous devez utiliser ce qu'on appelle une JSP pour pouvoir retourner ou bien du HTML. Mais nous allons utiliser les JSP pour être vraiment sérieux sur Java. Donc là vous avez là dans le fichier web app, vous avez notre index pour JSP, mais il n'a pas été retourné. Et vous avez un web inf. Dans web inf, vous avez le fichier des descriptions, d'accord. Le fichier des descriptions des déploiements. Avant, il fallait écrire les routes ici, comme vous voyez au niveau de ce servlet là. Vous allez voir donc sur web servlet qui est le web servlet, on va la route et le web servlet. Donc si j'ai lance mon projet que je vais sur cette route là, je vais voir les éléments de cette page qui s'affiche, d'accord. Et les impôts ont été masqués, mais sachez donc que les impôts viennent de Jakarta, non Java X. Donc si vous suivez cette vidéo et que vous avez une version peut-être antérieure de la version 7 ou bien égale à 7, je sais pas trop, mais renseignez-vous avant de télécharger. Vous n'aurez pas accès à Jakarta, mais vous aurez accès à Java X. D'accord, donc ne dites pas que ça ne marche pas sur vous. Soyez attentif, suivez vraiment les explications, c'est ça qui doit vous aider.
Maintenant, ensuite, je dois démarrer mon serveur. Ok, nous avons aussi le fichier POM-XML. C'est ici là que nous avons installé toutes nos dépendances. D'accord. Je tiens à vous rappeler que Java a aussi évolué. Donc, il ne va pas rester seulement avec le web XML. Parce qu'avant, ajouter une dépendance, c'était assez compliqué. Mais avec tout ceci là, les choses ont commencé à avancer. Donc, avec POM-XML, vous avez même JUnit pour lancer les tests unités. Mais nous n'allons pas faire tests unités. Donc, ce que je dois faire, c'est quoi? Je vais essayer de lancer mon serveur. D'accord? Il me dit qu'il peut lancer le serveur. Donc, je vais essayer d'aller dans Edit Configuration pour être sûr que Java EE est vraiment là où il doit être. D'accord? Donc, je viens là, je regarde, il dit que Application is not configured. Il me dit que Tomcat n'a pas été configuré. Donc, je vais retourner ici. Je vais voir que en réalité, le port n'a pas été configuré. Je n'ai pas le HTTP port et c'est un peu dangereux. Donc, je vais dire que je peux peut-être démarrer ça sur le port 9000, ça dépend de vous. J'ai mis 9000 là, vous voyez directement, les choses ont commencé à apparaître. Vraiment, Java EE qui est là par défaut. Et puis c'est plutôt nickel. Il me dit que voilà la route par défaut qu'il doit afficher. Il dit que bon, pour l'instant, je vais laisser les choses par défaut. Je ne vais pas abuser. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore configurer? Je vais venir au niveau du déploiement. Regarde le déploiement, c'est bon, ça a été exporté. Certes, on va configurer ça plus tard, mais pour le moment, c'est plutôt nickel. Donc, je veux dire déploy application in Tomcat instance. Oui, déploy l'application sur une instance de Tomcat. Bon, je peux me laisser ça. C'est pas. Je veux dire update ressources, update classe en ressources 6. Bon, j'aurais aimé voir le hot reload ici là pour pouvoir recharger les choses normalement. Je peux apport. Ok, show this page. Bon, je vais d'abord dire apply pour ceci. C'est bon, c'est bon. Bon, si à votre niveau Tomcat n'est pas configuré, essayez de faire comme moi. Mais si Tomcat est déjà configuré, coverage. Je crois que c'est tout pour l'instant. Oui. Bon, je vais lancer, mais apparemment ça va pas marcher. Il me dit de configurer Tomcat. Pourquoi? Bon, je vais prendre une version Tomcat que j'avais déjà configurée. Je ne me rappelle plus trop de comment j'ai configuré ceci. Je vais dire Edit Configuration. Tomcat. Je vais prendre cette version-ci. Je crois qu'elle est déjà configurée. Voilà, ça veut dire la configuration qui manquait, elle est là. Donc, je vais copier ça. D'accord. Je pense que c'est le JMI Sport là qui faisait problème. Donc, je vais revenir à la version de Tomcat que j'ai initié le projet avec. Et je crois que je n'ai même pas ça. C'est pas bon. Je n'ai même pas le JMI Sport là. D'accord. Je sais pas si vous aurez le même problème. JMI Sport. Waouh. Bon, je vais choisir la version de Tomcat 6. Ça veut dire que la nouvelle version que j'ai téléchargée a un problème. Donc, je vais juste vous donner celle que j'ai déjà téléchargée. Donc, je vais dire apply. Ok. Donc, je vais lancer. Vous voyez, la flèche a disparu ici là. Démarre mon serveur. Voilà. Voilà mon serveur Tomcat qui va démarrer et il s'affiche plutôt Hello World. Hello Servlet. D'accord. Donc, si je viens au niveau de mon code ici, je vais essayer de détecter quelle est la vue qui a été affichée. Hello World, Hello Servlet. Je viens au niveau du GSP. Hello World, Hello Servlet. Ça veut dire que c'est plutôt nickel, les gars. Donc, ça veut dire que si je clique ici, je dois me rendre au niveau du servlet parce que c'est un href. Donc, je vais revenir au niveau d'ici. Je vais faire quelqu'un là. Là, je suis au niveau des servlets. Donc, c'est plutôt nickel. Donc, ce que nous allons faire, c'est dans un premier temps essayer de voir dans quelle mesure nous allons commencer à créer nos entités. D'accord? On va créer les entités. Et puis, dans la prochaine vidéo, qui sera certainement demain soir ou vendredi matin, nous verrons donc comment, demain c'est mercredi, oui, ce sera demain soir ou jeudi matin, nous verrons comment commencer avec
l'écriture des services et les servlets. D'accord? Donc, nous allons parler plutôt vite. D'accord. Donc, tout ce que je vais faire, étant donné que nous travaillons avec sur le modèle MVC, comme on l'aime tellement le dire, donc ici, je ne vais pas utiliser trop du MVC, mais ce sera un texte similaire MVC. Donc, je vais utiliser l'architecture layer sur plusieurs couches. J'aurai le modèle, j'aurai le service et j'aurai le contrôleur. Le but d'avoir ça, c'est de ne pas trop mettre dans le jeu métier au niveau de mon contrôleur. Le contrôleur va juste récupérer les requêtes et router. D'accord? Donc, je vais faire le job dans le service. Je me dis que, étant donné que vous êtes déjà habitué avec le Spring Boot, ça serait un peu plus facile pour vous. Donc, je vais venir au niveau de ce paquet-là. Je vais faire un clic sur New. Et je vais aller sur Package. D'accord? Ou bien vous pouvez directement prendre le nom de la classe et vous mettez d'abord, vous précisez ça d'abord des modèles pour dire que ici nous aurons un modèle comme package. Et dans ce modèle, nous aurons donc post. Post qui est le nom de ma table, au fait qui sera le nom de ma table, bien sûr, parce que les tables sont créées en SQL. Donc je vais dire que post va permettre de pouvoir définir la structure de mes entités. Donc je vais faire un clic droit. Voilà post qui a été créé. Tout d'abord, je n'ai pas utilisé Lombok qui devait me permettre d'avoir les getters, les setters, la constructeur, la constructeur. Ça veut dire qu'on va tout faire ça à la main. Donc, la première chose que je vais faire, je vais commencer à définir d'abord l'attribut. Étant donné que nous sommes en Java, pour définir l'attribut, il faut donc mettre ce qu'on appelle l'encapsulation. Donc, on va savoir si c'est privé, public et tout ça. Donc, la visibilité. Je vais mettre private, long. Je vais dire que ce sera un ID. Vous pouvez mettre long en majuscule comme en minuscule, ça ne dérange pas. Je vais dire que je vais faire un private et string. Dans ce string là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais dire que j'aurai le titre de ma publication. Après le titre de ma publication, j'aurai un contenu. Voilà, string content. Après le content, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai l'auteur, celui qui a publié. Après l'auteur, j'aurai un local private. J'aurai local datetime qui sera created et j'aurai private local datetime qui sera un updated. Après ça, qu'est-ce que j'aurai? Je vais venir là, je vais dire que je vais avoir un constructeur avec paramètres qui va pouvoir, donc dès qu'on fait ça, on a directement ça. Bon, est-ce que c'est la bonne pratique? Je crois que même ça, c'est plutôt bien. Dès qu'on instancie l'objet, on a la date. Bon, je vais plutôt passer par les méthodes. Je vais dire public, d'accord? Donc je vais dire public void, ça n'a rien. Je vais dire que j'aurai la méthode qu'on va appeler onCreate. OnCreate, c'est quand on crée une publication, d'accord? Je vais initialiser la date de création à la date actuelle et la date de mise à jour à la date actuelle, d'accord? Et maintenant, je vais créer une deuxième méthode qui va s'appeler onUpdate, qui va uniquement mettre la date de mise à jour, d'accord? C'est un peu bizarre de dire date de mise à jour, Voilà ce que j'ai. Maintenant, pour accéder à ces attributs et pouvoir les modifier, donc permettez que je fasse sur long en majuscule pour être plus fin. Donc, pour pouvoir créer titre private file can be assigned but never assigned. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je peux utiliser ceci. Donc, pour générer mes getters de setters, je peux dire là generate. Là, je choisis ce que je veux générer. Je peux générer un constructeur sans paramètres. Générer un constructeur sans paramètres. Donc, je vais dire là. Voilà, imaginer un constructeur sans paramètres. Je peux générer les getters et les setters. Tu devais le faire juste là. Voilà, je peux générer mes getters et les setters là. Ou bien je génère un constructeur avec paramètres là. Je dis generate un constructeur avec paramètres, constructeur. Je vais choisir tous les paramètres, d'accord? Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un constructeur, c'est une méthode qui porte le nom de la classe. Le nom de la classe ici, c'est post. Et j'ai créé là le constructeur qui porte le nom de ma classe. Et le nom de ma classe est également post ici là. Donc, sachez que le constructeur n'a pas de visibilité. Donc, vous pouvez mettre private, public, tout ça. Donc, par défaut, ça veut dire que public. Donc, du coup, vous pouvez me retirer ça, mais il doit être public. D'accord? Le constructeur doit être public. Donc, vous avez le constructeur avec paramètres, le constructeur sans paramètres. Et qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir les getters et les setters. Donc, je vais générer les getters et les setters
ici. Donc je vais faire comme ceci. Je vais le générer juste ici en bas. Generate getter en setter. Generate getter en setter. Voilà. Voilà mes getters, les setters que j'ai générés. D'accord. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un getter, les getters, les setters, je pense qu'il faut un peu regarder un petit coup sur l'orienté objet. Donc un getter, c'est juste une méthode d'une classe qui permet de pouvoir accéder à un objet et retourner l'objet. Par exemple, getID permet d'accéder à l'attribut ID et retourne donc l'ID. D'accord. Donc étant donné que les attributs sont en mode privé, voilà, ces attributs sont en mode privé, ce qui veut simplement dire que vous ne pouvez pas accéder à ces attributs en étant donc en étant à l'extérieur de la classe. Vous ne pouvez pas accéder à ces attributs. D'accord. Donc pour accéder à ces attributs ou bien les modifier, on utilise ce qu'on appelle les getters, les setters. Par exemple, ID est du type long, ça veut dire que son getter va retourner un élément de type long. Title est de type string, ça veut dire que son getter va retourner un string, ainsi de suite pour autant. Created est du type local daytime, ça veut dire que son getter va retourner un objet de type local daytime. On peut tout de suite vérifier ça. Voilà, donc getItem il retourne un string, get content il retourne un string, et pour conclure avec get created at il retourne un objet de type local daytime. D'accord. Maintenant, les setters à leur tour sont des méthodes qui permettent donc de pouvoir modifier. Étant donné que vous ne pouvez pas accéder à ces attributs à l'extérieur de cette classe-ci, ça veut dire que vous ne pouvez pas également modifier ces attributs-là. Et pour modifier, on utilise ce qu'on appelle les setters. Les setters sont les méthodes d'une classe qui ne retournent absolument rien. Ici, là, on avait les éléments de retour, par exemple, au niveau de l'ID, getID retourner un long, mais au niveau de cette ID, on ne peut absolument rien retourner. Donc, le type de retour est void qui veut dire rien. D'accord. Et voilà comment on écrit. Et sachez donc que pour modifier un objet, vous devez avoir l'objet. Et pour avoir l'objet, on passe dans un paramètre. Regardez bien la différence entre le getter et le setter. Le getter ne prend rien en paramètre et retourne directement l'objet. Alors que le setter prend l'objet en paramètre et modifie l'objet en faisant un 10 points. D'accord. Vous allez voir ceux qui sont au niveau des sprints. Si vous voulez, vous mettez 10. Si vous voulez, vous ne mettez pas 10. Mais ici, là, généralement, il faut mettre 10 pour être sûr que nous n'avons pas le null pointer exception. Donc, je prends l'objet en paramètre et je le modifie ici, là. Ça veut dire que si j'appelle cette méthode là et je passe un élément en paramètre, l'attribut va changer de valeur et ce sera maintenant au niveau de la nouvelle valeur. Donc, selon le contexte que vous êtes en train d'utiliser. Désolé. C'est plutôt bon pour le modèle. Donc, je vais également utiliser la partie comment. D'accord. Donc, je vais dire que j'aurai un comment qui va gérer l'ensemble de mes commentaires. Voilà, j'ajoute ce qui. La première chose que je vais faire, c'est quoi? Je dois dire que mon comment aura un ID, donc une clé primaire, sera un contenu. Voilà, il m'a aidé. Mon idée est tellement intelligent qu'il a compris tout ce que je vais faire. Mais je vais vous expliquer pour que vous ne soyez pas perdu. La première chose, c'est quoi? Chaque élément doit avoir un ID, ça c'est automatique. Et je peux également, l'élément peut également avoir ce qu'on appelle un content, parce que quand vous créez un commentaire sur une plateforme, vous devez renseigner le contenu du commentaire. D'accord? Et chaque commentaire doit appartenir à une personne. Donc c'est un auteur qui doit publier un commentaire. Étant donné que le commentaire ne peut pas exister sans la publication, étant donné qu'on publie l'application, en fait on commente une publication, ça veut dire que ici on va donc renseigner la clé primaire de la publication qu'on veut commenter. D'accord, parce qu'on va récupérer la publication, on aura la possibilité d'avoir tous ces commentaires, raison pour laquelle on met private long post ID. Étant donné qu'on n'utilise pas l'ORM, ça veut dire qu'on va faire les choses nous-mêmes manuellement, comme si nous étions dans un microservice. D'accord. Voilà dans le constructeur avec paramètres qui a été généré. Voilà le constructeur sans paramètres. Voilà dans les getters et les setters qui ont été générés. D'accord. Donc on pouvait également mettre même le created à update à, mais on s'en fout de tout ça. Bon, on a déjà vu comment ça marche. Ou bien, si vous voulez, on peut toujours les ajouter. D'accord. Donc on peut dire que ici nous avons un private local daytime et nous allons dire created at. Voilà, simplement, d'accord. Parce qu'on n'a pas besoin de mettre le update là. Ici, je vais venir l'ajouter au niveau de mon constructeur avec paramètres. Et puis, faire son getter, son setter. Donc, je vais venir là. Je vais dire que pour son getter, voilà, son getter, il n'est pas en paramètre et il retourne l'objet. Maintenant, pour son getter,
il va retourner un objet de type void, donc il va rien retourner. Il prend donc la date actuelle et fait comme cela. Maintenant, je peux mettre la méthode on create là. Donc, je vais dire que j'aurai un public. Je vais dire, ça va me retourner. Ça va me retourner quoi? Est-ce qu'il me retourne un élément? Non. Je vais dire void on create. D'accord. À la création, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un return. Ah, d'accord. Il va faire un return. Non, pas un return. Il va dire dispo. Voilà. Create à. Je vais faire local date.nav. .nav permet de récupérer la date actuelle. Donc, c'est plutôt bon pour l'entité. D'accord. Donc, ce que nous allons faire actuellement. Pour terminer cette vidéo, on va créer une base de données PostgreSQL. J'espère que vous avez installé PostgreSQL sur vos machines, mais si tel n'est pas encore le cas, je vous invite vraiment à installer PostgreSQL, ou bien vous pouvez travailler la base de données H2, d'accord? Donc, selon ce que vos enseignants vont préférer. Donc, je vais venir ici au niveau d'ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je veux lancer mon navigateur. Je vais dire que je vais télécharger PostgreSQL. Pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé PostgreSQL, voilà le site de PostgreSQL, vous venez là, vous choisissez PostgreSQL, la version qui vous plaira, vous venez dans l'autre, il est où? Dans l'autre, voilà. Vous choisissez votre système d'exploitation. Pour la plupart, vous êtes sur Windows, vous prenez Windows là et vous choisissez la version que vous voulez installer. Moi, j'ai installé la version 17, d'accord? Donc, vous pouvez choisir une version qui est plutôt peut-être inférieur au 16 ou 14, je ne sais pas trop, mais installer la version 14 ou 15 ou 17. Donc vous pouvez cliquer sur download et installer et ça va télécharger PostgreSQL. Vous allez l'installer suivant. Arrivé à un moment, on va vous demander votre mot de passe. Et votre mot de passe est très important parce que vous aurez besoin de ça pour vous connecter à votre base de données. D'accord? Donc n'oubliez surtout pas le mot de passe. Et quand vous allez l'installer, il va venir avec le serveur Postgres, il va venir avec pgadmin qui est très important et vous pouvez ne pas installer celui-ci, il n'est pas très important pour vous pour l'instant, mais pour ceux qui vont travailler sur des projets assez avancés, par exemple comme le projet qui récolte les positions telles que la longitude et la latitude qui forment un petit point au niveau des PostgreSQL, vous aurez besoin de ça dans l'optique de pouvoir utiliser PostGIS, d'accord? Donc il fait une fois un petit coup de BD directement dessus. Donc pour gérer les réplications, les migrations, l'intégration, vous aurez besoin des stack builds, c'est très important, d'accord? Et sachez que bon, vous pouvez toujours vous passer de tout ça, installer tout ce qui est éléments à l'extérieur comme GDAL et tout ça pour pouvoir utiliser PostGIS. Donc la différence entre utiliser peut-être une base de données, c'est-à-dire si je viens au niveau de ma table ici, si j'ai peut-être longitude ici et latitude là, ça va marcher, vous allez stocker la longitude et la latitude là, ça va bien marcher, mais sauf que vous ne serez pas efficace au niveau des requêtes si et seulement si vous utilisez peut-être les systèmes de tracking. Par exemple, vous avez les objets connectés tels que les montres que vous voulez récupérer. Par exemple, ceux qui travaillent sur le système peut-être de diabète actuellement là, vous n'aurez pas possibilité de pouvoir bien calculer ou bien de localiser ou bien de tracer les patients s'ils sont assez nombreux en utilisant leur position géographique. Ça va beaucoup fatiguer votre serveur et votre base de données. Or, si vous avez combiné la longitude et la latitude au type point, ça devait être plus facile. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Peut-être si vous voulez récupérer les données, peut-être, disons quoi, d'un capteur que vous avez mis pour capter l'humidité. Donc, ça va utiliser ce qu'on appelle les time series databases. Donc, c'est très important. Donc, si vous voulez peut-être un coup dessus, faites-moi savoir en commentaire et puis ou bien vous pouvez également échanger avec la déléguée. Je verrai comment faire un petit coup dessus. Donc tout ceci étant dit, j'ai installé Postgres et puis je vais l'ouvrir simplement. Voilà mon Postgres qui est là. Pour vous ce sera pgadmin ou bien vous pouvez aller à ligne de commande, mais aller avec pgadmin ce sera également plutôt nice. Donc ce que je vais faire c'est quoi? Je vais lancer ma base de données. Donc je vais choisir un truc une base de données quelconque, mais vous n'aurez pas besoin de ça. Dès que vous allez lancer pgadmin, vous avez votre serveur là et vous pourrez directement vous connecter. Donc je vais dire que je vais choisir peut-être la base de données Postgres qui vient par défaut avec l'utilisateur. Voilà mon Postgres qui est plutôt bien chargé là. Donc je vais un peu zoomer pour être en face avec tout le monde. Voilà, je fais plus. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord créer ma base de données. Je vais dire create
data basis. Bon, je crée d'abord le rôle. Si vous n'avez pas un rôle, vous pouvez créer le rôle. Mais j'ai déjà plusieurs rôles. Je vais dire créer rôle ou bien user, ça dépend de vous. Créer rôle, UDS, c'est le nom de mon rôle. 8 password UDS. Et ensuite, comme autre contrainte, je vais dire qu'il peut se loguer. Vous pouvez dire qu'il peut se loguer super utilisateur, ça dépend de vous. Mais je ne vous conseille pas trop de mettre un utilisateur super utilisateur. Créer rôle UDS, oui. Il y a les guillemets qui manquent là. J'étais trop content que je le trouvais. Voilà. Et rôle UDS already. Il sera mais donc je crée le rôle UDS. Donc je vais dire créer rôle. Je vais mettre Java EE. Voilà. Et le mot de passe, je vais laisser UDS. Voilà. Il a créé. Je vais maintenant créer la base de données. Create data basis. Je vais l'appeler bloc Java EE. D'accord. Voilà. 8 owner. Bon, quand je dis 8 owner, ça veut dire quoi? Je vais donner le propriétaire de la base de données. Ou bien vous pouvez juste créer ça. Après aller vers Grand All Privileges on Database. Vous mettez le nom de la base de données, tout user. Là, ça sera la même chose. 8 owner. J'ai dit que ce sera Java EE. Voilà. C'est bon. Tout a été fait. Maintenant, je peux commencer à exécuter du code SQL qui va permettre de pouvoir créer mes différentes tables. D'accord? Donc, c'est pas trop magique puisqu'on a défini la structure de nos tables. Ça va plutôt bien partir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'effort. Je vais d'abord me connecter sur la base de données parce que pour l'instant, je suis sur la base de données Postgres. Donc, je vais directement me connecter. Ce que vous pouvez faire, c'est fermer ça et ouvrir en me connectant sur la base de données qu'on vient de créer, qui est peut-être où est la base de données Java, bloc Java EE. Mais ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais directement dire, je vais faire un anti-slash C. Je mets le nom de la nouvelle base de données que je viens de créer. D'accord? Je n'ai pas besoin de mettre le 2 points. Je vais faire comme ceci. Il va me dire, you are now connected to database bloc Java EE as proxy dev. Donc, je suis là connecté sur la base de données. Ça veut dire que je peux commencer à effectuer les opérations dessus. Donc, je vais dire que je vais faire create. Je vais créer une table. Vous pouvez dire create table if is not exist. Bon, je n'ai pas encore créé la table dans ma base de données. Donc, je vais commencer avec la table post. Je vais dire que ça prend une majuscule. Ça prend, c'est au pluriel. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire pour le moment? La première chose que je vais faire, je vais renseigner dans l'ID. Je vais dire que mon truc doit avoir l'ID et l'ID sera un serial. Ça dépend de vous. Moi, je suis sur PostgreSQL et quoi que sur MySQL, c'est peut-être ID, primary key, auto-increment, un truc comme ceci là. Je connais pas trop. Serial, d'accord? Je vais dire que c'est ma clé primaire, primary. Et je mets qui? C'est bon, c'est terminé. Je n'ai pas besoin de mettre auto-increment. Il va voir serial, il va directement comprendre ça. Je vais dire que à côté, qu'est-ce que j'aurai? Je vais avoir un username. D'accord? Donc je vais dire que j'aurai un username. Non, pas un username. Un username, comment? J'aurai plutôt, je crois que c'était un title. Oui, j'aurai un title. Et dans ce title, oui, j'aurai un title. D'accord? Donc, permettez, je vais d'abord enregistrer ce qui est déjà là. Et nous pour retirer ma joie. Voilà, je vais juste continuer. J'ai juste arrêté ça puisque j'avais un peu peur des coupures. D'accord? Donc là, je vais dire que comme deuxième élément, n'oubliez pas de mettre la virgule. Là, vous ne mettez pas la virgule, ça ne va pas travailler. Donc, il va arrêter d'enregistrer les éléments quand je vais mettre un point virgule. D'accord? Donc, je vais dire que deuxième attribut. Donc, je vais mettre sur chaque ligne, je vais mettre les attributs. D'accord? Généralement, je préfère me connecter avec mon IDE. Je lance directement ça au niveau du terminal, je tape play et puis tout est plutôt nickel. Donc, j'ai dit que j'aurais besoin d'un title et ce sera du type Vacha. Donc, je vais dire que ce sera un Vacha et puis il ne te complète même pas. Donc, ça veut dire qu'il ne m'encourage même pas. Comme j'ai créé la base de données, du coup, je vais arrêter ça et me connecter avec mon IDE. Le terminal, s'il ne m'encourage même pas. Donc, du coup, je vais revenir là. Je veux aller au niveau ici. Voilà.
qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter à ma base de données. Je dis data source, créer data source. D'accord. C'est pour SQL que mon HBD. Donc, si c'est la première fois que vous peut-être lancez votre HBD, il est au IntelliJ. Il a carrément disparu. Ça, c'est pas sérieux. Voilà, il a rechargé. D'accord. Donc, je vais venir là. Je vais cliquer ici. Je vais dire que je vais créer un data source. En créant mon data source, je choisis PostgreSQL. Voilà. Il s'est lancé. Maintenant, le nom aussi est facultatif. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, ça dépend de vous. Localhost, tu sais, localhost, le port 5432. Oui, 5432. Ça dépend de ce que vous avez mis en installant PostgreSQL. Si vous êtes sur Windows, si vous n'avez rien changé, ça veut dire que c'est la même chose que sur Linux ou bien sur Mac. Donc, si vous n'avez rien changé. Je vais dire que quel est le type d'authentification? Je vais utiliser un username et un password. Oui. Et quel est mon username? J'ai dit que c'était Java minuscule. Java EE, je ne me trompe pas, j'ai même fait mon terminal, je n'ai aucun moyen de savoir. Et le mot de passe, je crois que j'avais mis UDS. Voilà. Et la base de données, c'était bloc underscore Java EE. J'avais des tests de connexion, d'accord. Si vous n'avez pas encore installé le driver, vous verrez un bouton ici qui permet d'installer le driver de PostgreSQL là-bas. Le test de connexion. Voilà, il a réussi à se connecter. Ça veut dire que les identifiants que j'ai rentrés sont corrects. Je vais dire OK, c'est valide. Et en valider tout ça, je peux venir ici déplier. Voilà, le Java EE. Voilà, public. Dans public, il n'y aura absolument rien pour l'instant. D'accord. Donc, je vais venir là, au niveau d'ici. Je vais dire que je veux une default console query. C'est ça que je vais taper. Tout ce que je voulais taper là. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire créer. Là, il m'aide à compléter au moins. Je vais créer table. Voilà. Et je vais dire le nom de ma table sera post. Comme ceci. Et dans post, qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est génial. Il m'aide directement. Oh, que c'est magnifique. Donc, ça me facilite la vie. Je vais dire que j'aurai besoin d'un ID qui sera serial primary key. D'accord. Et ensuite, n'oubliez pas que ici, là, j'ai ça. Je ne mets pas ça en désordre, c'est en fonction de celui-ci. Ça, c'est la clé primaire. Donc, il va me dire que l'ID sera un serial primary key. D'accord. Après, j'aurai un title qui sera un varchar 255 caractères. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez, note nulle. Ça veut dire que c'est obligatoire, ils sont obligés de le renseigner. Donc, voilà, j'aurai besoin d'un content. D'accord. J'aurai besoin d'un content. Le content également, note nulle, c'est le type texte. Pourquoi? Parce qu'il peut être extrêmement long. Par exemple, pour la on met type texte ici, là, il peut être extrêmement long. Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici, je dis que bon, au niveau des auteurs, ce sera juste une chaîne de caractères. Donc, je vais entrer l'auteur comme vous avez vu au niveau du test. Donc, je vais dire que ici, j'aurai un auteur. Donc, je vais dire que j'aurai un auteur. Il me dit auteur ID. Non, pas auteur ID parce que auteur varchar oui, je vais dire que je vais mettre même 50. Je ne veux pas les noms qui sont assez longs. Note nulle, c'est bon. Donc voilà un peu ce qui est plutôt nickel avec ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Je ferme ça avec le point virgule. Maintenant, je vais définir comment. Comment va aller dans le même sens que ce que nous venons d'écrire là. Primary key, j'ai besoin de l'ID de la publication. Et note nulle, c'est bon. J'ai besoin du contenu, c'est bon également. J'ai besoin de author qui est la même chose. Voilà, content qui est ici. ID, content, author, post ID, created app. Voilà tous les éléments que j'ai besoin. Donc, updated app, nous n'avons pas besoin de ça au niveau des commentaires. On va supprimer. Voilà. Et ensuite, nous avons author qui est varchar, c'est bon. Nous avons created at qui est ceci, timestamp, default,
c'est plutôt bon. Et on dit que le timestamp c'est current timestamp, donc ça va prendre quelque chose par défaut qui est la date actuelle. C'est plutôt nickel. Maintenant, pour la clé étrangère, je vais dire que je vais définir une clé étrangère. Donc je viens de définir foreign qui signifie étranger, clé étrangère. Je vais dire que quelle sera ma clé étrangère. Ma clé étrangère sera post ID. Je mets le champ que je veux considérer comme clé étrangère ici dedans. Et il fait référence à qui? Il fait référence à post ID. Donc post qui c'est le nom de la table où il fait référence. Et dans la table ici là, il fait référence à quel champ? Champ ID. Je sélectionne ID ici là en le mettant entre parenthèses. Et dit on dirait cascade, c'est pour dire quoi? Si je supprime une publication, même s'il a 10 000 commentaires, les 10 000 commentaires seront également supprimés dans la base des données. D'accord? Donc voilà ce que nous venons de définir. C'est plutôt nickel. Je vais lancer ça, voir si il va pouvoir créer en ce. Il me dit qu'il y a erreur à quel niveau? Syntaxe near ID. C'est là. Post.id. Pourquoi il fait ça? Référence. Ici devant. Voilà. Je crois que ça devrait faire l'affaire. Je pense bien. Je pense bien. Donc, du coup, je vais essayer de relancer. Bon. Voilà. Create comment. Relation post doit not exist. Ça veut dire que le post n'a pas été créé. Je vais exécuter. Et créer post. Est-ce qu'il a marché? Complete it. Bon. Oui, il a marché. C'est plus ici. Bon, je ne voyais pas trop. Maintenant, je vais exécuter ce monsieur-ci. Exécute. Lui également il a marché, c'est super, d'accord. Donc c'est bon. Donc j'ai mis, je sais pas pourquoi, peut-être je confonds les systèmes de gestion de base de données, pourquoi ça va marcher, mais vous pouvez écrire ça sur une seule ligne comme ceci là. Donc si je viens ici, je vais dire, je peux venir ici là, je vois directement mes tables qui ont été créées. Donc c'est plutôt nickel. Donc je vous donne rendez-vous demain ou après-demain dans la prochaine vidéo où nous verrons donc comment créer donc les parties, enfin la connexion à la base des données, et nous pouvons commencer avec les différents services. D'accord? Donc c'est une vidéo qui va prendre peut-être 2 heures ou 2 heures et demie, mais que j'espère que cela vous aidera à pouvoir valider vos matières. Ici là, portez-vous bien. Peace.